prêt pour le séisme financier, parce que les secousses ont déjà commencé. Oui, toi qui regardes ceci, ouvre grand les yeux. Ce n'est pas un avertissement, c'est un constat. Le système grince de partout et beaucoup vont être emportés dans la chute. Tu trouves ça exagéré? Alors continue d'écouter. Ces gratte-ciels brillants, ces tours de bureaux vides à l'intérieur, abriteront bientôt ceux qui ont tout perdu. J'ai suivi ton conseil, j'ai acheté une maison, ça ne peut que monter, me disent-ils avec un sourire. Un sourire qui n'a plus aucun sens. Ils l'ont fait au sommet de la bulle. Et quand ils me racontent que leur agent immobilier leur a juré, l'immobilier monte toujours, je ne peux que secouer la tête, parce que ce n'est pas vrai, ça ne l'a jamais été. Et si tu y crois encore, tu marches sur un fil. Quand quelqu'un me répète, tout excité, le marché immobilier est en plein essor. Je ne discute même pas. À quoi bon? On ne peut pas raisonner quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas écouter. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ne font pas un investissement. Ils jouent, poussés par une euphorie collective. Ils ne voient non pas que ce crédit facile n'est en fait qu'une dette déguisée. L'économie ne croît pas naturellement. Elle est soutenue artificiellement par des montagnes de dettes injectées pour éviter un effondrement imminent. Et quand tout tient avec des épingles, il suffit d'un souffle pour que tout s'écroule. Et pendant que l'inflation s'envole, moi, j'observe calmement, parce que chaque point de pourcentage qui grimpe me rend plus riche. Oui, tu as bien entendu, et ce n'est pas un hasard, c'est voulu. Fermer l'oléoduc XL, freiner la production de pétrole, tout cela a un but, faire grimper le prix de l'énergie. Et quand l'énergie augmente, tout le reste augmente aussi. Les routiers ne peuvent plus se permettre de rouler. Les supermarchés augmentent les prix, et c'est le peuple qui paie. C'est comme ça que fonctionne l'inflation. Ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie. Tu es révolté. Tu devrais l'être. Mais reste avec moi, ce n'est que le début. Pendant ce temps, certains continuent d'acheter des biens immobiliers, comme si on était encore en 2005. Et moi, je n'essaie même plus de leur parler. Nous sommes à un carrefour historique. Mais écoutez-moi bien, je vous en supplie. L'inflation est un multiplicateur de richesse. Pour les riches. Pour la classe moyenne, ce sont des impôts plus lourds. Et pour les pauvres, la faim. Ce sont eux qui ne peuvent même plus s'acheter la viande que mes amis achètent en caisse. Ce n'est pas de la théorie économique, c'est la vie réelle, et elle te touche déjà. Nous vivons un de ces moments où tout bascule. Je l'ai compris il y a des années, en tombant sur un livre de Richard Duncan dans une librairie, La crise du dollar. Je l'ai ouvert, et tout est devenu clair. Le dollar a cessé d'être de la vraie monnaie en 1944. Depuis 1971, quand Nixon l'a détaché de l'or, ce n'est plus que du papier fondé sur la confiance. Et cette confiance, aujourd'hui, elle s'évapore. Et que se passe-t-il quand la confiance disparaît? Exactement, l'effondrement. En ce moment même, nous sommes au bord d'un changement d'époque. Et quand quelqu'un me dit « Alors, j'ai acheté un appartement pour le louer, t'en penses de quoi? » Je ne sais même plus quoi répondre. C'est comme revivre 2007. Et puis, 2008 est arrivé, le marché des repos a explosé. Et la Réserve fédérale est intervenue en imprimant de l'argent comme jamais auparavant. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et cette chanson, on la connaît par cœur. Aujourd'hui, nous suivons exactement le même chemin. Et la majorité ne voit rien. Je vous en supplie, réveillez-vous. Sinon, vous serez comme ces porcs bien gras, bien tranquilles, qui avancent vers l'abattoir, sans savoir qu'ils sont déjà marqués. Tu veux être celui qui se réveille ou celui qui pleure. Et ce n'est pas qu'un problème américain. Le monde entier est en train de dériver vers l'inconnu. Et comme disait un vieux magnate, quand ton cireur de chaussures ne te parle de bourse, il est temps de tout vendre. L'autre jour, en faisant les courses, plusieurs personnes m'ont abordé. J'ai suivi ton conseil, j'ai acheté un bien pour le louer. Et en rentrant chez moi, j'ai dit à ma femme, « Il faut vendre, ça sent la catastrophe. » Mais tu ne peux pas raisonner quelqu'un qui a bu le Kool-Aid. Et maintenant, ils pensent qu'ils en savent plus que l'histoire elle-même. C'est pour cela que j'ai un profond respect pour mon ami Richard Duncan. Il nous a aidés, ma femme Kim et moi, à anticiper le chaos de 2008. Tout le monde vendait. Nous, on achetait. On a fait une fortune.
Et ce cycle est de retour. Alors, vas-tu répéter les mêmes erreurs ou enfin apprendre? La Réserve fédérale, jusqu'à récemment, créait 120 milliards de dollars chaque mois. Puis, ils ont annoncé qu'ils allaient réduire ce montant de 15 milliards par mois. Ensuite, ils ont doublé la réduction, 30 milliards. Et maintenant, ils ont tout arrêté. Mais le plus grave n'est pas là. Le pire, c'est ce qui arrive, le resserrement quantitatif. Au lieu d'imprimer, ils vont détruire de l'argent. Ouais, détruire. Ce n'est pas une image, c'est la réalité. Quand on imprime de l'argent, les actifs montent. Quand on le détruit, ils chutent. Et comment détruit-on de l'argent? En laissant arriver à échéance les obligations achetées, sans les renouveler. Quand ces obligations expirent et ne sont pas remplacées, cet argent retourne à la Réserve fédérale et s'évapore. Ils n'ont pas besoin de le garder. Ils peuvent en recréer à tout moment. Mais en ne renouvelant pas ces obligations, ils retirent de la liquidité du système. Et ça, inévitablement, fera chuter les marchés. Et toi, avec tes économies ou ton bien fraîchement acheté, es-tu prêt? L'ère des hausses touche à sa fin. Le resserrement quantitatif est la recette parfaite pour une récession. Et cela va rendre l'achat d'une maison hors de portée pour une famille moyenne. Ceux qui ont spéculé sur l'immobilier seront pris au piège. Et tu ne le verras pas en une des journaux. Tu le sentiras dans ton portefeuille. L'inflation va-t-elle grimper à cause de ça? Non, parce que détruire de l'argent refroidit l'économie. Moins d'argent en circulation équivaut à moins de dépenses. Moins de dépenses égale baisse des prix. Alors préparez-vous, car ce n'est pas une simple correction de marché. C'est le début d'un changement historique. Et c'est à toi de choisir. Le vivre les yeux ouverts ou les yeux bandés. Pourquoi prennent-ils ces décisions? La raison est simple, ils ont peur. L'inflation a explosé, atteignant 7%, et maintenant, ils essaient de la freiner coûte que coûte. Mais ce qu'ils ne calculent pas, c'est que cela pourrait déclencher une chute brutale à la bourse. Et certaines actions très en vogue sont déjà en train de plonger lourdement. Adieu ton plan de retraite, mon ami. C'est pour cela que je critique les plans 401K depuis des années. Et vous tous qui investissez dans des biens immobiliers à louer, préparez-vous, les gens ne pourront pas payer ces loyers. Voilà ce qui nous attend. Regardons cela clairement. Le crédit total équivaut exactement à la dette totale. Parce que ce que l'un prête, l'autre le doit. Il n'y a aucun moyen que ça ne corresponde pas. Tu veux une façon simple de comprendre? Additionne toutes les dettes nationales, celles du gouvernement, des ménages, des entreprises, des banques, tout. En 1964, quand je n'avais que 4 ans, la dette a franchi la barre du billion de dollars. Aujourd'hui, on parle de 90 milliards. Oui, tu as bien lu. Nous sommes passés de 1 à 90 milliards en une seule vie. Et cette expansion n'aurait jamais été possible si le dollar avait été encore adossé à l'or, comme avant 1971. Depuis qu'il a été découplé de l'or, le crédit a explosé, et avec lui, le monde entier a changé. Attends une seconde, Richard. Tu parles comme un économiste encore une fois. Écoute, ce que nous appelons crédit est ce que la Fed et le Trésor permettent aux grandes banques, comme JP Morgan ou Wells Fargo, de prêter au public. Et avec ça, les banques créent de la dette. Puis viennent les citoyens, les entreprises, les consommateurs. Ils prennent ce crédit et le transforment en dette réelle. Crédit et dette sont les deux faces d'une même pièce. Donc, en facilitant le crédit, ils permettent à la dette d'exploser. Est-ce que je comprends bien? Parfaitement. Tu l'as très bien expliqué. La plupart des gens n'utilisent pas le mot crédit. Ils disent dette. Ils parlent de leur hypothèque, de leur prêt auto ou de leur carte de crédit. Voilà le problème. Nous n'enseignons pas l'économie académique. Nous enseignons à des gens réels, des mères et des pères de famille qui misent sur leur 81K ou leur maison. Je parle de crédit parce que le système actuel n'est pas du capitalisme, c'est du créditisme. Et soyons honnêtes, ça sonne mieux que système de dette, même si j'ai essayé de l'appeler ainsi une fois. Nous sommes passés d'un modèle basé sur l'épargne et l'investissement à un autre basé sur la création constante de crédits et la consommation débridée. Et pour l'instant, ça a marché. Mais il y a un piège. Si le crédit cesse de croître, l'économie s'effondre.
Et c'est aussi simple que ça. Et alors, on fait quoi? On devient dépendant des dépenses et de l'endettement gouvernementaux pour éviter une récession. Et quand quelqu'un me dit « J'ai acheté une maison, je vais faire de l'argent facilement », je pense juste « Tu l'as acheté au pire moment possible ». Et qu'en est-il de tous ceux qui ont misé sur leur plan 401K? Cette invention est apparue en 1974 avec la loi ERISA. Je l'ai toujours dit, on ne me censure pas quand je parle mal du 401G. Alors, je le répète, un 401G est comme un parachute qui s'ouvre au sol. Il te donne une fausse sensation de sécurité pendant que tu t'écrases. Ça te semble exagéré? Eh bien, si les taux d'intérêt augmentent, comme il prévoit de le faire, ton 401G pourrait perdre la moitié de sa valeur juste au moment où tu prends ta retraite. Et ce n'est pas de la théorie, c'est déjà arrivé. Donc, si tu as 60 ans ou plus, ouvre bien les yeux. Et si tu es jeune et que tes parents comptent sur 2 plans 401K, toi aussi tu devrais t'inquiéter. Passons à un autre sujet clé, le marché immobilier. Il est important parce que tout repose sur la dette. Et certaines zones du secteur sont au bord de l'effondrement. Mais il est aussi vrai qu'en temps difficile, de grandes opportunités apparaissent. Nous avons voyagé partout dans le monde pour étudier l'immobilier. Et qu'avons-nous appris? Que le dollar est une dette. Il n'existe pas d'argent réel à moins que quelqu'un ne l'ait emprunté auparavant. Et c'est pour ça que je ris quand j'entends des gens dire « il faut vivre sans dette », comme notre ami Dave Ramsey. Ces conseils sont bons pour ceux qui ne comprennent pas le système. Oui, si tu ne sais pas comment fonctionne l'argent, alors oui, mieux vaut ne pas s'endetter. Nous avons rencontré Dave dans un restaurant près d'ici. Super gars, très clair. Son message pour la plupart est « coupe tes cartes de crédit, rembourse tes dettes, vis tranquille ». Et il a raison, si tu ne sais pas comment utiliser la dette à ton avantage. Mais maintenant, Kenny, dis-moi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui même sur le marché immobilier avec la hausse des taux d'intérêt et ce contexte si incertain? Récemment, j'ai entendu Richard Pfizer, le président de la Fed de Dallas. Il a déclaré qu'un complexe d'appartements d'environ 3500 unités, bien que le nombre exact puisse varier, s'était effondré. Cela représente une très grande quantité de biens immobiliers. De plus, Blackstone a fait défaut sur le remboursement d'une dette concernant un ensemble d'immeubles à New York. Comme j'aime le dire, nous ne sommes qu'au premier inning en utilisant une métaphore du baseball, et je crains que la situation ne s'aggrave. Il n'y a pas lieu d'avoir peur, cela est déjà en train de se produire. C'est un fait tangible. Le principal défi pour cette année et la suivante sera la dette arrivant à échéance, c'est-à-dire la dette dont la date de paiement arrive. Il faut aussi comprendre que le secteur immobilier n'est pas homogène. Il existe différents types de propriétés. Les immeubles de bureaux, qui furent autrefois les favoris de beaucoup, font partie des plus touchés. Tout le monde pensait posséder un immeuble de bureau à Manhattan serait un excellent investissement. Mais aujourd'hui, ces immeubles sont en train de s'effondrer et cela affectera beaucoup de monde. J'ai lu un article aujourd'hui, Robert, qui disait que les villes et les comtés investissent de l'argent pour que les promoteurs transforment ces immeubles de bureaux en logements, parce qu'ils savent déjà que ces bâtiments poseront problème très bientôt. Dans les années 80, j'étais élève de R. Buckminster Fuller, qu'on appelait le génie amical. John Denver le surnommait même le grand-père du futur, un visionnaire. Il y a des décennies, j'ai entendu Fuller dire que les immeubles de bureaux pourraient un jour devenir des refuges pour les sans-abri. À l'époque, cela m'avait semblé une idée irrévérencieuse, presque sacrilège. Mais aujourd'hui, cela arrive. C'était une prédiction très juste. Cela fait 50 ans. Oui, un demi-siècle. Je l'ai entendu affirmer que ces bureaux finiraient par être des abris pour les sans-logis. Et la réalité, c'est que le nombre de sans-abri augmente rapidement. Je ne voudrais pas être propriétaire d'un refuge pour sans-abri, tu sais. Cela pourrait être le pire ou le meilleur moment pour le marché immobilier. L'idée de vivre sans dette n'a pas de sens si l'on considère que les monnaies fiduciaires, comme le dollar, le yen, le peso ou l'euro, sont essentiellement de la dette. Ce sont des instruments financiers basés sur la dette, tout comme une obligation. C'est pourquoi
Dave Ramsey suggère que vivre sans dette n'est pas toujours la meilleure option. Comment cela peut-il être possible alors que tout tourne autour de la dette? Le côté positif, c'est que la dette reste de la dette, et plus tu l'utilises, moins tu paies d'impôts. Beaucoup ne comprennent pas cela et font simplement ce que fait la Fed. Nous sommes dans un marché très étrange, un monde économique sérieux, avec de graves problèmes, mais aussi de grandes opportunités. Nous utilisons la dette constamment, à 100%. C'est un jeu basé sur la dette. Nous empruntons à des taux inférieurs à l'inflation. C'est ce que signifie l'argent. C'est ainsi que ça marche. Une bonne chose est que maintenant, les débutants émergent, comme on dit, flottant à la surface. J'ai pitié d'eux, car ils viennent me dire « J'ai suivi ton conseil et j'ai acheté des biens immobiliers. » Je pense « Mon Dieu !» L'immobilier, ce n'est pas comme acheter des actions Apple. Si tu achètes des actions Apple à 10 $ et qu'elles baissent à 6, tu peux vendre rapidement. Mais avec l'immobilier, ce n'est ni aussi simple ni aussi rapide, c'est pourquoi il faut être beaucoup plus prudent. Cela me gêne quand j'entends des gens dire « Je me suis lancé dans l'immobilier du jour au lendemain ». C'est comme sauter d'un train en marche, tu vois? Il se passe beaucoup de choses et l'immobilier est complexe. Des gens comme toi, comme moi, ou toute personne de plus de 50 ans ont vécu plusieurs cycles et ont souffert les conséquences s'ils ont survécu. Mais beaucoup vivent jadis dans une illusion, pensant que chaque année sera meilleure que la précédente. Ce n'est pas vrai. Depuis 2008, les taux d'intérêt ont baissé et l'économie mondiale est entrée dans une bulle immobilière, boursière et obligataire. Tout s'est trop gonflé. Mais quand les taux ont commencé à monter en 2020, beaucoup de ces bulles ont commencé à éclater. Donc, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Et nous sommes des gens expérimentés. J'avertis ceux qui ont des conseillers financiers jeunes, d'environ 35 ans, ces conseillers n'ont connu que des marchés haussiers, car quand les taux baissaient, le marché montait. Je connais des jeunes, hommes et femmes, qui n'ont vu que des marchés positifs. Mais les vraies opportunités apparaissent quand les cadavres remontent à la surface, quand tu vois des affaires qui ont échoué et que tu te dis « Je n'arrive pas à croire que cela arrive ». C'est là que beaucoup d'opportunités se présentent, quand les poissons flottent. Souviens-toi du proverbe « Le profit se fait à l'achat, pas à la vente ». Ainsi, la stratégie de flux de trésorerie versus plus-value, comme tu l'expliques dans « Père riche, Père pauvre », prend tout son sens maintenant. C'est toujours notre philosophie. Tout ce que je possède doit générer un flux de trésorerie. Mais pour beaucoup, ce n'est pas le cas. Beaucoup ont acheté de grosses propriétés en espérant une plus-value, mais cette plus-value n'est jamais arrivée. La stratégie de plus-value, que nous appelons le flipping, était à la mode il y a 20 ans, quand j'ai rencontré Kenny. Tu achetais une maison à 10 000, tu la vendais à 15 000, tu faisais 5 000 de profit, mais tu payais des impôts sur ces gains. Nous évitons cette méthode. Je trouve ça drôle, car le monde est rempli de prétendus experts en immobilier. Si tu es mère ou père de famille et que tu as acheté quelques propriétés, Donald Trump est pour toi une référence incontournable, non? Mais il y a des charlatans sur YouTube avec qui j'ai discuté. L'un d'eux disait « Pour devenir riche, il faut acheter un immeuble de 200 appartements. » Je lui ai répondu « Commencez par ça, c'est un suicide. » Mais c'est ce qu'il vendait. C'est un classique, appât et substitution. Il te montre comment acheter un immeuble de 200 unités avec presque rien en apport, mais tu te retrouves avec des millions de dettes et la pression de gérer tout ça, puis tu cours pour essayer d'y arriver. Son vrai truc est de te vendre cette idée en te disant « Toi, tu ne peux pas le faire, mais moi, oui. » Oui, ce sont des temps inquiétants, mais aussi des temps pleins d'opportunités excitantes. N'oublie jamais, le vrai profit se fait au moment de l'achat. Une des choses qui me rend vraiment triste, c'est de voir comment, lorsque le marché immobilier commence à monter, tout le monde se précipite pour investir à ce moment précis, alors que ce n'est pas la bonne stratégie. On ne veut pas entrer quand tout est en hausse, mais plutôt attendre que le marché baisse, cette descente qui ressemble à des montagnes russes, pour acheter à ce moment-là, quand il y a une longue file de personnes souhaitant acquérir cet actif. C'est le signe que le marché a déjà atteint son sommet et qu'il est en train de se terminer.
Comme beaucoup le savent déjà, l'économie est dans une situation fragile, avec des banques qui font faillite un peu partout. Et la vraie question est, que fait-on face à cela? Personnellement, cela m'enthousiasme parce que les vrais profits se réalisent au moment de l'achat. Quand les prix de l'immobilier s'effondrent, c'est à cet instant précis qu'être acheteur est une opportunité imbattable. Mais ce qui est curieux, c'est que je rencontre encore des personnes débutantes dans ce domaine qui espèrent qu'une propriété qui valait moins de 100 000 finira par monter à 200 000 et pensent que c'est le moment d'entrer, alors qu'en réalité, ils devraient sortir. Sortir. J'entends aussi souvent les gens dire « je n'ai pas d'argent » ou « je ne peux pas me le permettre ». La vérité, c'est que le marché immobilier s'est effondré plusieurs fois et moi-même, j'ai conclu des affaires sans argent avec des taux d'intérêt à 12 %. Aujourd'hui, beaucoup rêveraient d'avoir ces taux bas de 5 ou 6 %, mais c'est toujours une question de savoir gérer la situation. Quelque chose que je souligne toujours, c'est que seules les personnes paresseuses utilisent leur propre argent pour investir. C'est un concept puissant. Peu de gens comprennent que lorsque vous déposez votre argent dans des assurances, des retraites ou des banques, pour ces institutions, c'est une dette, un passif, car elles vous doivent des intérêts. C'est pourquoi elles doivent prêter cet argent à des gens comme nous, ce qu'on appelle l'OPM, l'argent des autres. Et n'oublie pas ceci, le dollar, l'euro et d'autres monnaies n'existent que parce que les gens les empruntent. C'est pourquoi notre ami Dave Ramsey conseille de vivre sans dette. Et c'est un bon conseil si tu ne sais pas exactement ce que tu fais. Moi, je me souviens encore de ces temps avec des taux à 12 %. La clé, c'est de devenir plus intelligent. La bulle est montée et elle redescend maintenant. Ceux qui sont en difficulté sont ceux qui sont entrés trop tard, au sommet du marché, croyant que ça allait toujours monter. C'est un énorme mensonge. L'immobilier ne monte pas toujours. Penser cela est une erreur. C'est une illusion, une mentalité de troupeau, la peur de rater une opportunité, penser que l'année prochaine sera meilleure. Ce n'est pas comme ça que fonctionne ce marché. Nous pratiquons ce que nous prêchons et étudions constamment. Récemment, nous étions à Dallas, dans un endroit appelé The Ranch, où un instructeur a dit quelque chose qui m'a marqué. La raison pour laquelle les gens sont pauvres, c'est parce qu'ils sont loin de la vérité. Ça m'a frappé, parce que la vérité est absolue, et la perception ou la réalité de chaque personne est souvent éloignée de cette vérité. Plus on est loin, plus on est pauvre. Ces dernières semaines, quand je vois quelqu'un en difficulté financière, je me demande de quelle vérité est-il si éloigné? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Quand j'ai écrit « Père riche, Père pauvre », il y a plus de 25 ans, j'ai affirmé que la maison dans laquelle on habite n'est pas un actif. On m'a crucifié pour ça, mais maintenant tout le monde est d'accord, j'étais en avance sur mon temps. Il n'y a rien de pire que d'être entouré de personnes négatives qui répètent sans cesse « Je t'avais dit que le marché immobilier allait s'effondrer » ou « Je ne veux pas acheter parce qu'il faut nettoyer les toilettes » et ce genre de choses. Mais ce que nous avons appris à Dallas, c'est que plus tu es pauvre, plus tu es loin de la vérité. Et quand on te dit « Sors de tes dettes », ce n'est pas toujours la vérité. Nous l'avons vérifié avec la docteure Nicole, qui nous a dit que c'est pareil avec la santé. Plus tu es loin de la vérité à son sujet, pire sera ta condition. La vérité est très intéressante parce qu'elle peut être très éloignée de ton opinion ou de ta perspective. Une des raisons pour lesquelles les gens sont pauvres, c'est qu'ils croient « je n'ai pas d'argent, je ne peux pas le faire ». Ce n'est pas vrai, c'est juste leur opinion limitée. Tu as le pouvoir de changer cela. Je ne pense pas que l'inflation sera maîtrisée de sitôt, donc tu dois être très prudent. Avant, on ne faisait pas tellement attention à l'inflation parce qu'elle était basse et érodait lentement le pouvoir d'achat. Mais maintenant, c'est différent. Les temps durs sont arrivés. Tu ne peux pas l'ignorer, car si l'inflation est à 5 ou 6 %, en quelques années, ton pouvoir d'achat peut chuter jusqu'à 30 %. C'est pourquoi tu dois trouver comment te protéger contre l'inflation. Cela peut être beaucoup de choses, pas seulement l'immobilier. Cela peut être n'importe quel actif qui croît avec l'inflation. La dette peut aussi être un outil dans certains cas. Je pensais qu'il y aurait de gros problèmes dans l'immobilier, mais Kim et moi avons mis une propriété en vente à 9,75 millions. L'agent disait qu'elle ne se vendrait pas, mais elle s'est vendue rapidement. Pourquoi?
Parce qu'avec l'inflation, l'argent liquide perd de la valeur et les gens préfèrent mettre leur argent dans l'immobilier plutôt qu'à la banque. Tu vois, plus tu es loin de la vérité, plus ça ira mal pour toi. Et le plus grand mensonge, c'est que il faut de l'argent pour faire de l'argent. Ce n'est pas vrai. N'aie pas peur d'être le capitaine d'un bateau qui coule. Je l'ai vécu plusieurs fois et ça a toujours été une expérience qui m'a rendu plus intelligent. Je n'ai jamais perdu d'argent dans l'immobilier, même si j'ai eu des problèmes. Quand tu te bats et fais ce qu'il faut, tu apprends et deviens plus sage. Parfois, je remercie ces problèmes car ils m'ont beaucoup appris. Le problème, c'est que la plupart suivent le conseil traditionnel. Va à l'école, trouve un travail, économise, sors de tes dettes et investis dans un 401k ou un IRA. Mais ce n'est pas comme ça qu'on apprend. En se lançant en tant qu'investisseur débutant, on apprend vite. J'adore une phrase de Warren Buffett. Quand la marée baisse, on voit qui nageait nu. La marée baisse maintenant et il y aura beaucoup d'opportunités. La plus grande chute du marché boursier est encore à venir, même si elle a déjà commencé. C'est pourquoi on l'appelle la chute triple. D'abord, les actions et les obligations seront frappées. Ensuite, l'immobilier. Et enfin, l'argent liquide perdra toute valeur. Quand cela arrivera, qui viendra sauver les retraites des baby-boomers? La Réserve fédérale imprimera plus d'argent et nous tomberons dans l'hyperinflation, rendant l'argent liquide inutile et forçant tout le monde à passer à la nouvelle monnaie numérique, la Fedcoin. J'ai du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, mais juste hier, j'ai acheté 1000 pièces d'argent parce que l'or et l'argent sont le véritable argent, l'argent de Dieu, car c'est lui qui les a placés là.